Bon, maintenant on va parler de la conférence Est. Il y a moins de choses à dire, très honnêtement. Mais la conférence Est qui change complètement. On va sortir de 8 ans de règne lebronien, 4 ans au Heat, 4 ans chez les Cavs. Ça fait drôle. La conférence Est, elle se retrouve un peu orpheline de son tonton LeBron, quoi. C'est le moment pour les équipes derrière d'aller chercher une finale NBA, quoi. Parce que tous ces mecs-là, bon, à part certains je pense à Kyrie qui connaît, hein, il sait ce que c'est, il sait ce que c'est aussi de rentrer le shoot à 3 points de la gagne en Game 7, il n'y a pas de problème. Mais c'est le moment, là, pour toutes ces équipes-là, de se montrer et d'y aller, de montrer, voilà, LeBron est parti, c'est moi le boss maintenant. Très honnêtement, les favoris, je vais rien inventer. Pour moi, il y a un trio de favoris qui est le top 3 de la saison régulière l'année dernière, parce qu'on se rappelle que les Cavs avaient fini que 4e. C'est d'abord les Celtics. Oui, je mets les Celtics en 1 parce qu'ils vont récupérer Gordon Hayward, que nous on a vu toute une saison très intéressante des Celtics sans Gordon Hayward, qu'on a vu des playoffs des Celtics très intéressants sans Kyrie Irving. Là, tu fais des playoffs, tu arrives à aller en finale de conf, à étrier Philadelphie et à emmener LeBron en 7e match, donc à battre LeBron 3 fois, à être à 2 doigts de le battre 4 fois, sans tes 2 meilleurs joueurs, franchement costaud. Et ça, c'est le boulot de Brad Stevens. Il a été oublié du trophée de Coach of the Year, c'était clairement lui le coach de l'année. Ce qu'il arrive à faire, ce qu'il a réussi à faire avec cette équipe-là, c'est exceptionnel. Parce que tu perds ta grosse recrue, une de tes 2 grosses recrues, après 5 minutes de jeu lors du premier match contre Cleveland, tu prends un sacré coup dans la nucasse. Hein. Là, putain, le 5 majeur, il fait peur. Il est costaud, quoi. T'as un Jason Tatum qui a été exceptionnel l'année dernière, qui a explosé en playoff, qui clairement était dans la discussion pour rookie de l'année. Après voilà, il avait les moins bonnes stats que Ben Simmons, mais voilà, il a été exceptionnel en playoff, vraiment. Il a regardé LeBron dans les yeux, pas de problème. Il y a Jaylen Brown qui a fait une très bonne saison aussi. Un Terry Rozier qui a montré le bout de son nez quand il fallait montrer le bout de son nez. Là, t'as Kyrie qui est là, qui quand il est au top est clairement le meilleur meneur à l'Est. Et on va enfin voir Boston avec Gordon Hayward. Et ça peut faire très très mal. Voilà, il a peut-être joué avec un petit peu de crainte au début, c'est normal. Je pense que les 5 premières minutes là, du premier match vont être très très compliquées. Boston ouvre le bal de la saison régulière là, dans la nuit de mardi à mercredi contre Philadelphie. Voilà, en remake de la demi-finale de conf de l'année dernière, donc pas mal comme première affiche. Encore un gros match pour Boston pour commencer la saison, lourd. Celtics numéro 1 à l'Est. Ensuite, je mets les Sixers, parce que pareil, là eux ils vont jouer sur la continuité. Trust de process, hein, ils ont chopé les meilleurs choix de draft que tu peux avoir avec Joel Embiid, puis Ben Simmons, puis Markelle Fultz. On va aussi voir enfin Markelle Fultz sans blessure, si Dieu le veut, qui est je pense un joueur ultra intéressant. Joel Embiid qui a encore été dans la discussion pour être défenseur de l'année dernière, qui est un joueur exceptionnel, que ce soit offensivement, défensivement, qui a des qualité basket hors norme. Ben Simmons qui était rookie de l'année, qui a un QI basket surdéveloppé, qui peut t'envoyer des triples-doubles un peu comme ça, voilà, qui a peut-être bossé son shoot, je pense pas, ça deviendra pas le grand shooter, hein, voilà, il est en pénétration, machin, il faut pas attendre qu'il rentre des tirs de chez le voisin tous les week-ends. Et ça aurait pu être compliqué, parce qu'ils ont pas eu un été facile, là, avec le problème avec le président Colangelo, qui nous a fait un peu une KD avec ses faux comptes Twitter à aller balancer des horreurs sur ses joueurs, notamment sur Joel Embiid. Bon voilà, le mec il est plus là, on passe à autre chose, très bien. Mais Philadelphie, voilà, en plus c'est une ville qui pue le basket, une salle qui demande qu'à s'enflammer, et toujours une ambiance de malade là-bas, au Wells Fargo Center. Philly, je les vois bien deuxième. Et ensuite, j'oublie pas les Raptors. Les Raptors qui ont enfin changé quelque chose. Qui finissent premier de la saison régulière l'année dernière, qui étaient flamboyants, qui ont montré plein de bonnes choses jusqu'à ce qu'on commence les playoffs.
Mais jusqu'à ce que LeBron arrive, évidemment, voilà, ils se sont fait ramasser la gueule par LeBron, 4-0. L'autre, il envoie des buzzer beaters en déséquilibre, enfin l'enfer, il leur a tout fait. Ben, c'est Dwayne Casey, qui d'ailleurs a été élu coach de l'année, qui en a payé les frais. Tu décides de monter un trade parce que tu considères que DeMar DeRozan, dès que c'est important, il est plus là. Voilà, toute la saison, il est là, il peut t'envoyer tes 25, 30 points de moyenne, il n'y a aucun problème. Ok, mais dès que c'est important, DeMar DeRozan, il est fini, il se chie dessus. Hein. Mental, c'est un poulpe mort. Après, on le sait, voilà, il a parlé, il a ses problèmes de dépression. Je trouve que c'est très courageux de leur part, que c'est une bonne idée pour eux, et je pense que c'est eux qui sont gagnants de ce trade-là d'avoir récupéré Kawhi Leonard. Parce que tu récupères un mec qui est quand même d'une dimension pour moi un peu supérieure à DeMar DeRozan. C'est un gars là qui arrive en plus après une saison quasiment blanche où le gars a faim de basket, il a envie de jouer, il a envie de gagner là-bas. Voilà, tu gardes Kyle Lowry qui est là, tu gardes des mecs comme Valanciunas, tu gardes des Serge Ibaka, voilà, des guerriers, et puis t'as Kawhi, quoi. T'as une équipe qui va se construire autour de lui. Tu récupères aussi, et c'est pas négligeable, Danny Green, grâce à ce trade avec les Spurs, qui est aussi très intéressant. Les Raptors, attention, je les mets 3, mais ça serait pas un scandale qu'ils finissent premier de conf. Hein. Et derrière, ça peut faire des matchs très très sympas en play-off de conférence Est. Les Raptors, ils ont enfin ce qu'il faut, je pense, pour passer ce cap-là et aller chercher une finale NBA. Et tout ça pour le plus grand bonheur de Drake. Après, j'ai mes équipes qui peuvent pourquoi pas les bousculer la hiérarchie. T'as les Pacers, voilà, Indiana, avec Victor Oladipo qui nous sort une saison monstrueuse l'année dernière, qui nous fait complètement oublier que Paul George était là et qui s'est barré. Ça, c'est fort. Parce qu'on donnait pas cher de la peau d'Indiana hein, après le départ de Paul George. Victor Oladipo qui d'ailleurs a été élu MIP. Et qui emmène Indiana jusqu'à un Game 7 contre LeBron au premier tour de conf. Ensuite, t'as les Bucks, qui perdent Jabari Parker, parti aux Bulls, mais qui ont Giannis Antetokounmpo, qui est un MVP en puissance, qui le sera un jour, qui à un moment donné va dominer cette ligue, c'est sûr et certain, peut-être pas en restant à Milwaukee. C'est ce qu'il veut, il veut rester à Milwaukee. Cette équipe, non, elle est intéressante, elle va certainement aller en play-off. Mais il manque un truc, quoi. Tu peux pas, c'est pas que Giannis qui peut tout faire, d'autant plus que tu perds Jabari Parker qui est quand même un gros joueur avec des gros atouts. Et puis t'as les Wizards, avec un John Wall qui a été un peu oublié, qui a faim de montrer que putain oui, moi je peux faire partie des top 3, top 2 meneurs à l'Est. T'as l'arrivée de Dwight Howard, qui apporte toujours un petit truc, tu sais, t'attends toujours quelque chose, tu te dis qu'il peut se passer quelque chose. Là, même si là récemment il est balancé de franchise en franchise, il sort quelques matchs par-ci par-là parce qu'il n'arrive pas à se fondre dans un collectif, mais là dans les conférences de presse, il dit allez go, pourquoi pas. T'as le Heat aussi, le Heat qui est là, qui est une belle équipe, qui a pas bougé, qui a tout fait pour récupérer Jimmy Butler, mais Pat Riley il était gonflé, les mecs en face ils réclamaient tout et n'importe quoi. Voilà, Pat il est pas fou quoi, Pat il peut pas non plus tout sacrifier pour Jimmy Butler, c'est pas possible. Et pas sacrifier un collectif qui est bien huilé, bien mis en avant par Eric Spoelstra. Voilà, le Heat ça sera certainement en playoff aussi. Et dans ma rubrique coup dur, je suis obligé de parler de Cleveland, qui comme en 2010 va devoir vivre sans son roi, sans sa légende, sans son patron, sans son coach, sans son general manager, sans son dieu, voilà. Ça va être très compliqué, on le sait. Après 2010, on a eu quand même 4 saisons de bonne grosse merde, malgré l'arrivée de Kyrie qui a un petit peu hypé le truc, mais bon, purement basket, c'était pas bon, quoi. Avec des résultats bien dégueulasses. Là, ça va être difficile. Les dirigeants décident de mettre le paquet, de confier les clés du camion à Kevin Love. Voilà, on lui faisant signer un contrat monstrueux. Voilà, je comprends, tu te dis ok, allez, on est obligé, on peut pas faire venir un autre All-Star, c'est pas possible, ça va être trop compliqué, donc on en a un, on le chouchoute et on lui donne les clés du camion, mais on sait ce que ça a donné. Kevin Love qui est en franchise player, on l'a vécu à Minnesota, c'était pas la folie. Donc voilà, c'est un très bon joueur de basket, il n'y a pas de problème, il a été très important, ça a été un fidèle lieutenant de LeBron. Mais en franchise player, j'y crois pas. Tu gardes des mecs comme J.R. Smith qui vont être titulaires, tu perds un Jeff Green en plus, t'as un Ty Lue qui est coach comme moi, je suis maçon.
voilà, ça va pas aller, je pense que ça va être une chute libre et que ça va être catastrophique. Et voilà, mais en même temps, comment ça pourrait se passer autrement quand tu perds un mec comme LeBron? Et que tu as tout construit pendant 4 ans pour lui, pour essayer de lui ramener des joueurs un peu intéressants parce qu'il n'était pas content de la situation actuelle. Donc forcément, quand tu fais tous tes choix de recrutement pour un gars, mais forcément c'est logique que tu les fasses en plus au moment où le mec est là, mais quand le gars se barre, eh ben forcément tu les payes ces choix-là, et là t'as pas une équipe forcément ultra jeune. Tu l'as rajeuni un peu grâce au trade de l'année dernière en apportant Larry Nance et Jordan Clarkson, mais voilà, c'est Larry Nance et Jordan Clarkson, quoi. Y a pas de quoi se rouler par terre.